Chers et chers collègues, chères étudiantes et étudiants, Madame la directrice de l'École nationale des chartes, je suis très heureuse et très honorée d'avoir ce matin l'occasion de représenter Frédéric Worms, directeur de l'École normale supérieure, qui vous présente toutes ses excuses de ne pouvoir être là pour l'ouverture du grand colloquium de l'EUR Transliterae, consacré cette année aux archives comme laboratoire de méthode. Je remercie en tout premier lieu Isabelle Kalinowski, directrice scientifique de l'EUR, d'avoir soutenu cette belle proposition de thématique pour ce colloquium. Et je tiens également à remercier tout spécialement Madame Michèle Boubenitschek, directrice de l'École nationale des chartes, de nous accueillir toutes et tous pour cette première journée dans le lieu où tout commence, puisque c'est à l'École nationale des chartes que débute la formation des archivistes, qui sont celles et ceux par qui des documents, mais aussi, comme le rappelle subtilement la belle affiche du colloque, des enregistrements audio et vidéo ou des données numériques, cessent d'être simplement des documents, des enregistrements audiovisuels ou des données numériques pour devenir véritablement des archives. Je remercie enfin, et là encore tout spécialement, Nathalie Ferrand, Elsa Marguin-Hamon et Pierre Musitelli d'avoir eu l'idée de ce passionnant sujet en s'appuyant, comme l'a rappelé Michèle Boubenitschek, sur le séminaire qu'ils ont organisé depuis plusieurs années au sein de l'ITEM. Séminaire qui a contribué à mettre au premier plan la question de la place dans la recherche d'un type spécifique d'archives, les archives de la création. Quand on est en effet comme moi une spécialiste d'histoire politique et sociale, même lorsqu'on travaille spécifiquement sur l'histoire des archives, on est en effet habitué à travailler sur des archives issues d'une production documentaire très institutionnelle. Or, si le tournant documentaire de l'histoire nous a appris à ne jamais considérer les transformations de documents en archives comme le fruit du hasard ou comme quelque chose allant de soi, puisque ne deviennent des archives que des documents qui ont fait l'objet d'une sélection, d'un classement, et ne parviennent jusqu'à nous que les archives qui ont été considérées par une succession d'acteurs très différents comme des documents utiles, pour des raisons qui se sont parfois d'ailleurs radicalement transformées au fil du temps. Ce qui lie entre tous ces documents est qu'ils appartiennent dès l'origine, du fait même d'avoir été produits par des institutions, à une catégorie d'objets qui étaient susceptibles de devenir un jour des archives. Or, il n'y a rien d'aussi évident pour les archives de la création, que celles-ci soient littéraires, philosophiques ou artistiques. Toutes les activités créatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, ne donnent en effet pas systématiquement lieu à des processus d'archivage, que cela tienne à la volonté des créateurs de laisser le moins de traces possible pour retracer le cheminement qui les a conduits jusqu'à ce qu'ils considèrent comme une œuvre finie, ou que cela a été le résultat d'une absence de cadre institutionnel permettant de sauvegarder ces traces et d'en faire finalement des archives. Et c'est dans ce sens que ce colloque trouve pleinement sa place au sein d'une EUR qui s'est donnée pour ambition d'étudier toutes les formes de transfert et de réappropriation des savoirs et des savoir-faire liés aux humanités. Car je n'ai pas de doute qu'on aura l'occasion de s'interroger durant ces 3 journées sur la manière dont les réflexions théoriques classiques sur les archives sont désormais mises à l'épreuve par les archives de la création. Et je pense qu'on verra aussi qu'elles peuvent être l'objet de transferts théoriques susceptibles de nourrir l'étude des archives de la création. Nul doute non plus que les recherches menées sur ces archives spécifiques, qui nous seront présentées par un grand nombre de spécialistes internationaux de premier plan durant ces quelques journées, viendront enrichir à l'avenir les travaux de celles et ceux de nos collègues qui travaillent sur d'autres types d'archives. J'ajouterai que ce programme s'inscrit également pleinement dans le cahier des charges de Transliterae, dans la manière dont il va nous permettre de croiser les regards sur des espaces créatifs variés, allant des créations les plus théoriques, qui ne reposent pas moins que les autres sur des matériaux susceptibles de devenir des archives, à des formes de création artistique qui ne sont en aucun cas réductibles
les unes aux autres, hein, l'approche d'une forme de création comme la peinture ne posant pas du tout les mêmes problèmes que la création d'une pièce de théâtre, mais avec des problématiques spécifiques. Hein. Par exemple, dans le théâtre, hein, l'éphémère occupant une place beaucoup plus importante. Hein. La représentation étant au cœur du processus artistique et cette représentation étant elle-même très difficile à archiver dans toutes ces dimensions, même si elle laisse elle-même dans sa préparation et dans ses enregistrements beaucoup de traces. La dernière dimension de Transliterae que je retrouve dans ce programme est aussi celle de la dimension transnationale, qui concerne autant les formes de création, les échanges entre créateurs ne connaissant pas de frontières, que les formes de réflexion sur le statut des archives de la création, qui sont l'objet d'une élaboration théorique qui se déroule aujourd'hui et en fait depuis très longtemps à l'échelle mondiale, hein, et autrefois au moins à l'échelle européenne. Tout cela promet donc des communications et des échanges passionnants. Et j'ajouterais qu'à l'échelle de l'école normale supérieure, ils seront tout particulièrement cruciaux en un moment où l'école a décidé enfin de s'interroger sur la place de ses propres archives dans l'histoire d'un autre type de création, hein, la création du savoir scientifique dans l'ensemble des disciplines, car les archives de ce type de création ont été pendant longtemps et sont encore aujourd'hui parmi les plus négligées. Comme du côté des créateurs sur lesquels vous avez fait porter votre attention, seules les archives liées à certains grands noms sont sauvegardées, quand celles qui relèvent de projets collectifs ou de chercheurs et chercheuses dont l'importance des travaux n'est comprise qu'avec retard, ou encore ceux qui ont juste le tort d'avoir été des chercheuses et des chercheurs ordinaires, mais qui sont ceux grâce auxquels la science progresse, eh bien, ces archives sont parfois irrémédiablement perdues. Parce qu'elles ne font pas l'objet d'une attention suffisante de la part des institutions dans lesquelles ces recherches se sont développées. Ce colloque archive laboratoire de méthode est donc aussi la promesse de futurs transferts que j'espère très fructueux entre les collègues des différentes unités de recherche de l'ENS et de tout PSL, mais aussi bien au-delà, car la science, comme la création, se construit autant en dialoguant avec un héritage qu'avec des collègues venus de tous les pays, de toutes les disciplines, de toutes les institutions. Et les archives sont autant là pour rendre possible ces transferts à travers le temps de savoir et de savoir-faire que comme témoins des circulations à l'œuvre dans la création, à travers une multiplicité d'univers géographiques, scientifiques et plus largement sociaux. Prendre conscience, mais aussi contribuer à faire connaître ces rôles fondamentaux des archives nous permettra peut-être de mieux construire, préserver et étudier les archives de demain. Et c'est pourquoi ce que vous faites en ce moment et ce que vous allez faire dans ces 3 journées est aussi important. Et je vais laisser la place aux organisateurs scientifiques de ce colloquium, en les remerciant une fois encore. Je remercie la directrice de l'École nationale des chartes, Michèle Boubenitschek, pour ses mots d'ouverture et son accueil aujourd'hui. Merci également, chère Valérie, Valérie Tess, directrice lettres de l'École normale supérieure. Notre gratitude à tous les 3, et voilà, je me permets d'inclure mes collègues Nathalie Ferrand et Pierre Mugitelli, avec qui c'est un plaisir et une joie et voilà, je dirais une stimulation intellectuelle quotidienne de pouvoir travailler, d'avoir pu organiser ce moment. Donc notre gratitude à tous les 3 va bien sûr également à Isabelle Kalinowski, directrice de Transliterae, pour le soutien de l'école universitaire de recherche à ce colloquium. Isabelle a pris une part déterminante, Michel l'a dit tout à l'heure, dans l'initiative qui est à l'origine du colloquium. En l'occurrence, il a été cité un séminaire, archives, laboratoire de méthode, qui s'était tenu à l'École normale supérieure et à l'École des chartes entre 2019 et 2022. Un séminaire porté à son origine par Paolo Diorio, ici présent, et qui nous fera le plaisir et l'amitié d'intervenir, directeur à ce moment-là de l'ITEM,
un séminaire porté également par moi-même et par Isabelle Kalinowski et Emmanuelle Sordet, alors directrice de la bibliothèque de l'École normale supérieure. Nous avions conçu ce séminaire comme un lieu d'échange à la fois transverse à Transliterae et permettant la circulation des objets de recherche, et un lieu qui permette le dialogue entre les chercheurs de nos laboratoires et les collègues en charge des fonds et des collections d'archives autour de méthodes de traitement, d'analyse, de catalogage, d'inventaire, d'édition. Notre dénominateur commun, les archives donc, comme trace de l'activité de création ou de conception. Archives d'écrivains, d'intellectuels, d'artistes, de musiciens, quelle qu'en soit l'époque ou la langue. Et pour les approcher, un éventail de méthodes spécifiques ou partagées. Dans le recueil Hommage à Giovanni Orlandi, intitulé Ingegno Facilis, et dont l'une des éditrices, Rossana Guglielmetti, nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui, Jean-Yves Tillette soulignait à raison combien les traditions littéraires médiévales, avec leurs textes parfois insaisissables et mouvants, appellent le philologue à se saisir des méthodes et des outils de la génétique. Cette convergence heuristique, effective déjà, et plus largement le retour à l'archive, sont l'occasion pour nos communautés de construire un nouvel espace épistémologique. Et nous avions parié que le séminaire pourrait en être le lieu. Ce colloquium, dont le programme est né du dialogue à la fois passionnant et chaleureux avec Nathalie Ferrand et Pierre Musitelli, revient sur les traits les plus saillants, les pistes que le séminaire a permis d'entrevoir pour les ouvrir à une communauté plus large encore, éprouver des hypothèses à l'aune de nouveaux cas, d'autres expériences disciplinaires ou interdisciplinaires. Aborder la question de la création par les archives se fait en effet selon des modalités aussi diverses qu'il existe de fonds, d'ensembles résultant de la production littéraire et artistique. Il s'agit de rendre compte de cette variété et de faire la part belle aux solutions méthodologiques, aux protocoles mis en œuvre par les chercheurs et les responsables des fonds pour comprendre et faire parler la source, l'objet, la trace. Cela se joue à l'échelle d'un fonds, d'une bibliothèque, au prisme d'une mise en lien des différents niveaux d'écriture au sens large, une écriture qui pose la question de l'hybridité des supports mis en œuvre dans le processus de conception. Cela appelle aussi à réfléchir aux stratégies conservatoires mobilisées par le producteur ou l'auteur dans la perspective d'une forme de mise en scène rétrospective du travail de création. Cela suppose encore d'interroger les processus institutionnels qui modifient l'usage des archives, qui en permettent le partage et l'étude, qui concourent à leur patrimonialisation, qui modifient du même coup le rapport à l'œuvre et le statut même de l'œuvre. Dès lors que les archives s'ouvrent à des acteurs distincts de l'auteur, se pose la question de leur réception, qu'elle ait été anticipée, souhaitée et pour ainsi dire réglée par celui qui les a produites, ou qu'elle relève d'un travail de valorisation orchestré par une institution. Quelle part revient dans ce travail aux différents intervenants qui prennent les archives en charge dès lors qu'elles échappent au cabinet de l'auteur. De part et d'autre des deux communautés que nous avons réunies et que nous réunissons aujourd'hui et les jours qui viennent, donc la communauté des chercheurs et celle des responsables de fonds d'archives, avec toutes les circulations qui existent entre elles, surgissent enfin des questions anecdotiques que renouvellent ou mettent en exergue les technologies numériques. On est amené à s'interroger sur la réalité du continuum entre l'objet matériel, support du processus créatif, et ce qui est donné à lire ou à voir au public. De quel apparat pouvons-nous à présent accompagner pour mieux les comprendre la lecture des textes, mais aussi la consultation des documents enregistrés, numérisés, mis en données? Cette question-là nous réunit tous. Nombreuses, au demeurant, sont les interrogations surgies au cours des années de séminaire
et auxquelles le colloque permettra, nous l'espérons, d'apporter des réponses méthodologiques heuristiques. J'en dresserai un bref inventaire à l'après-vert, conçu pour susciter réactions et commentaires, et non pour enfermer, bien sûr, la discussion dans des catégories. Les archives sont le produit d'opérations successives ou même concurrentes, fabriquées au-delà du processus de production initiale par des auteurs qui trouvent à y déployer, pour certains, de véritables stratégies autobiographiques, voire autofictionnelles. Elles sont tout aussi bien l'objet, parfois, de remaniements, voire de forgeries, de la part des ayants droit, de la famille de l'auteur, visant à construire une image, à infléchir le sens de l'œuvre. Et je pense en particulier au cas Nietzsche, que Paolo Diorio a beaucoup étudié, notamment sous cet aspect. Le travail anecdotique consiste alors à démêler le vrai du faux, à tenter pour ce faire de reconstituer, à la façon d'un archéologue, un état du fond documentaire conforme au travail de l'auteur. Les archivistes paléographes, formés dans cette école même, gardent à l'esprit le travail de tri et d'ordonnancement voulu par les premiers gardes de l'Assemblée nationale à la Révolution, qui, des papiers d'Ancien Régime, firent surgir un cadre de classement distinguant notamment des monuments historiques, monuments ecclésiastiques. Dans tous les cas, il s'agissait de mettre en exergue des ensembles à valeur exemplaire, monumentale donc. Dans l'histoire des institutions de conservation, il en est allé des archives d'auteurs, de créateurs, comme des archives émanant de l'activité politique et administrative. Leur versement dans des lieux consacrés, officiellement garants de leur protection et de leur authenticité, a contribué et contribue à leur monumentalisation et par voie de conséquence à la consécration de l'œuvre tout entière. Tant s'attache à la métamorphose, au changement de statut des archives, d'instruments de travail en témoins publics de l'acte de création, une fonction presque alchimique. Et ces transformations qu'impose la superstructure institutionnelle impriment aux documents ces marques internes, comme l'estampille, et externes, comme la cote, renvoyant à un répertoire, un catalogue, un fonds. L'archivage comme œuvre au noir, donc. Le projet de musée des écrivains que présentèrent Julien Quin, administrateur général de la Bibliothèque nationale, et Paul Valéry à l'exposition internationale de 1937, se fixait cet objectif paradoxal consistant à saisir l'écriture en mouvement à travers la reproduction monumentalisée par la mise en scène de Jean Bablon, un de nos confrères, de manuscrits autographes. Documentant l'ensemble des actes d'écriture qui jalonnent le processus de rédaction, le processus de mise en œuvre, ce musée, cette ébauche de musée, ce projet de musée, premier du genre et voulu tel en France, procédait aussi à des choix et élisait des auteurs, ses auteurs, et il en promouvait de cette sorte une liste close. Patrimonialisation et panthéonisation symbolique vont ici de pair, et l'on pourrait ajouter que dans ce cas, l'autorité vient à l'auteur par ses archives. Roger Martin Dugas, notre confrère au demeurant, écrivait malicieusement « J'imagine, je cite, que nombre d'écrivains contemplant ces panneaux immenses qui parlent de gloire et d'amour regrettent de ne pas être morts. » Et tout à la fois, le musée restitue la littérature à sa dimension matérielle, technique, professionnelle, au travail qu'elle suppose au métier d'écrivain, je cite Julien Quin, labeur sévère, plus soutenu que nul autre, et qui ne connaissait ni horaire limité, ni congé, ni retraite, ni détente de l'esprit. La dignité de cette tâche aride vient battre en brèche, preuve à l'appui, le topos du génie inspiré dont l'œuvre sortirait tout armé tel Athéna du crâne de Zeus. Traces, outils, preuves, monuments. Les archives, pour autant, restent souvent insaisissables, irréductibles à l'œuvre publiée. Ensemble non clos, toujours susceptible de se voir adjoint un nouvel élément qui bouleverse peut-être l'équilibre de l'ensemble,
terreur et délice de l'archiviste qui doit alors reprendre l'inventaire, modifier le répertoire numérique, remodeler l'ensemble physique que constitue le fonds au sein du magasin d'archives qui le conserve. Archives en expansion, fonds toujours susceptibles de croître, plaident pour la notion d'œuvre ouverte, moins au sens où Éco l'entend, mais en tant qu'ensemble dont les frontières risquent toujours de bouger au contact d'un élément nouveau, exhumé des arcades de l'intimité, des arcanes, pardon, de l'intimité artistique. Tyrannie de l'archive sur l'œuvre. Et tout à la fois, les archives permettent de saisir la dimension relationnelle et collaborative de l'œuvre, de la comprendre dans un milieu, de guetter les préférences et les amitiés dont elle est issue, pour partie du moins, de la sortir de son splendide isolement. À l'heure où les sciences humaines et sociales interrogent l'importance des réseaux, dans l'espace géographique ou institutionnel par exemple, correspondance, agenda, photos et dédicaces donnent matière à faire un portrait de l'artiste en société. De ce patrimoine matériel et matérialisé des archives peut émerger ce que nous nommerions, en faisant retour au sens premier de la notion, le patrimoine immatériel d'un auteur que compose son environnement géographique comme social, ses lectures, ses choix professionnels, amicaux, politiques, ses humeurs, dans une acception très galénique du terme. Cette enquête requiert le maniement de méthodes critiques adaptées à la variété typologique des archives. Des méthodes à confronter d'un champ disciplinaire à l'autre pour réfléchir à la valeur testimoniale de tel type documentaire. On pense en particulier à la place comparée de la correspondance dans les dossiers respectifs du généticien et de l'historien. Une typologie que ne cesse à la fois d'enrichir et de bousculer le recours à de nouveaux médias, de nouveaux supports qu'il faut prendre en compte au sein du laboratoire ou de l'institution patrimoniale. Ainsi, l'usage de dispositifs numériques complexifie l'enquête et l'appréhension du processus créatif. Et il appelle cet usage à développer de nouveaux outils de collecte et de compréhension. Et ce, afin de renvoyer dos à dos deux fantasmes, archives numériques totales versus archives introuvables d'une création dématérialisée. Durant ces 3 jours, et grâce à vous tous, vous toutes, ces questions seront débattues collectivement, ainsi que d'autres. De ce débat, je forme des vœux pour que notre laboratoire de méthode tire de nouveaux instruments à partager afin d'appréhender, de comprendre les archives de la création. Je vous remercie. Merci beaucoup Elsa pour ton propos. Donc je remercie à mon tour Madame Boubenicek pour son accueil aujourd'hui à l'École des Chartes. Valérie Tess, qui représente l'École normale supérieure et porte la parole de son directeur Frédéric Worms, mes co-organisateurs Elsa Marguin et Pierre. Et il est vrai que la préparation de ce colloquium a en soi déjà été une très belle aventure. Une aventure qui aujourd'hui va révéler toutes ses promesses grâce à vous, participantes et participants, qui êtes venus de près ou de loin, parfois de très loin, d'Afrique, d'Amérique latine. Le colloquium Archives et laboratoire de méthode est le 3e de la série colloquium méthode de l'école universitaire de recherche, le EUR comme on dit, Transliterae, après Humanité globale en 2020 et Pratique de l'histoire transnationale en 2021. Cette année, nous sommes mis à interroger ce qui était le présupposé implicite des 2 précédents colloquiums, en rendant explicite, en thématisant... Oui en explicitant ce qui était le présupposé implicite des précédents colloquiums et en le rendant explicite, en le thématisant et en l'analysant. Même si Platon ne serait pas d'accord, nous pouvons dire que les humanités existent depuis qu'il existe des archives. Pour ne pas parler de l'histoire, qu'elle soit nationale ou transnationale, l'histoire nationale a besoin des archives,
Mais l'histoire transnationale suppose en outre des archives ouvertes, y compris aux étrangers, qui viennent les consulter, les croiser avec les leurs pour comprendre et éventuellement écrire une histoire commune. Donc se dessine une véritable continuité de sens entre ces trois rendez-vous depuis 2020. Autant que les archives, ce colloque, nous l'avons voulu le plus ouvert possible. Ce sujet a en effet suscité un très vif intérêt au sein des laboratoires ou des équipes de l'EUR, qui comptent pas moins de 17 composantes dans des domaines disciplinaires très variés. Et nombreux ont été les collègues venus de différents horizons qui ont répondu à notre appel à communication. Ainsi, nous réunissons philosophes, sociologues, historiens, littéraires, musicologues, spécialistes des arts, du spectacle, de la photographie, en dialogue avec ces professionnels de l'archive que sont les archivistes et les conservateurs de bibliothèques. Ce dialogue, si vous regardez le programme, il est particulièrement visible dans les communications à deux, et il y en a un certain nombre dans ces journées, comme celle par exemple qui concerne Victor Hugo, où Thomas Cazentre, conservateur en chef à la BNF, et Jean-Marc Ovas, biographe et éditeur de Victor Hugo, vont dialoguer. Ainsi, la question de l'archive et des archives passionne et rassemble. Non seulement il y a désormais un véritable goût de l'archive, pour reprendre le beau titre marquant de l'historienne Arlette Farge, livre de 89, et écrit à partir de son expérience au contact des archives judiciaires du XVIIIe siècle, mais il y a de plus en plus, me semble-t-il, une conscience de travailler avec des archives, avec tout ce que cela suppose. Mais qu'est-ce que cela suppose au juste ? Le fait d'ouvrir un tel colloque ici, même à l'École nationale des chartes, lieu par excellence de la formation des archivistes en France, est à cet égard vraiment une occasion de bénéficier de ce regard et de cette expertise. Car l'extension stimulante du domaine de l'archive, tout est susceptible de faire archive, me paraît avoir un revers, une dilution de l'objet et une abstraction du concept. Est-ce que la diffusion du mot, le succès du mot au singulier a contribué à cela? Je ne sais pas. On en saura peut-être plus tout à l'heure à travers ce que nous expliquera Édouard Vasseur. Alors j'évoquerai à ce sujet une anecdote personnelle. Un célèbre professeur de littérature française du XXe siècle d'une grande université britannique, aujourd'hui malheureusement disparu, et qui préparait un livre sur la notion d'archive, qu'il n'a malheureusement pas eu le temps d'achever, me racontait un jour, en souriant, qu'ayant parcouru la bibliographie disponible, il avait collé pour lui-même un post-it sur son bureau en guise de memento. N'oublie pas qu'une archive, c'est aussi un document matériel. Aussi, ou peut-être plutôt d'abord. Donc, de ce point de vue, ce colloque présentera une grande diversité d'objets matériels, aussi divers entre eux que peut l'être un pigment, le bleu de Prusse utilisé dans l'atelier d'un peintre, ou un disque dur posé sur le bureau d'un philosophe, celui de Derrida. Pour aborder ainsi vaste ce sujet, nous avons choisi, comme Elsa vient de l'expliquer, de nous situer à une intersection, à la charnière entre archives et création. A priori, cela ne va pas de soi. Car l'archive, selon sa définition la plus essentielle, est ce qui est classé, conservé, et ce qui est susceptible de servir de preuve pour établir un droit. Cela suppose donc un ordre, un rapport au temps long, une valeur documentaire et probatoire. L'archive stabilise, la création bouscule. La création est un principe contraire. Donc, c'est l'inattendu, le soudain, le nouveau. L'archive prouve, la création trouble. Le sujet que nous proposons se tient donc dans cette tension, mais nous allons collectivement faire jouer ensemble ces deux notions. Comment se créent les archives? Quelles traces de la création recèlent-elles et comment et à quelles conditions, de quelle manière le chercheur peut-il non seulement classer ce qui est inerte, mais y faire revivre, grâce à une approche génétique notamment, la dynamique et les processus de la création? En effet, l'archive elle-même peut être considérée comme un processus. Les manuscrits des écrivains, par exemple, quand ils parviennent sur la table du chercheur, sont déjà devenus des archives.
on n'a pas toujours le réflexe de se demander comment et pourquoi. Et pourtant, cette question importe, car se poser la question de la manière dont ces manuscrits sont devenus des archives, c'est enrichir considérablement l'enquête du généticien, qui ne doit pas seulement, à mon avis, rendre compte des mouvements de l'invention qu'il a sous les yeux, sur la page immobile face à lui, mais aussi envisager les flux, les circulations, les volontés, parfois celles de l'auteur lui-même, créateur de ces archives, les luttes parfois aussi patrimoniales, concurrentes. Le cas de Rousseau est à cet égard fascinant, qui ont permis aux manuscrits d'être présents, de traverser le temps pour être offerts à la lecture et à l'interprétation. Alors, le document est pleinement vivant dans son histoire propre. Aussi étonnant que cela paraisse, cette histoire est encore largement à écrire, notamment pour quantité d'écrivains, y compris canoniques, du XVIIIe siècle. Bien loin de l'image des archives poussiéreuses, notre colloque portera donc sur des archives pleines de vie, dynamique. Il sera aussi itinérant puisque d'une part le colloque se tient sur 2 sites, donc à l'ENC aujourd'hui et à l'ENS au 29 rue d'Ulm demain et après-demain, mais aussi parce que ce soir nous irons aux archives et parce que demain c'est une archive qui viendra à nous. Ce soir, donc pour ceux qui se sont inscrits, une visite des bibliothèques de l'Institut Quai de Conti est organisée par Yann Sordet. Je n'y reviens pas, il en a été question, mais juste pour vous dire que nous ne savons pas quel est le programme de cette visite. Hein. C'est une surprise qui nous est préparée, comme toute visite aux archives d'ailleurs. Et demain à 17h, c'est l'écrivain Mathieu Lindon qui viendra nous parler de son livre paru il y a quelques mois, Une archive. Un très beau texte où l'archive c'est lui-même qui se raconte dans sa relation à son père Jérôme Lindon et à l'histoire des éditions de Minuit dans une originale variation sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Merci Nathalie. Alors je prends la suite et je conclus cette table inaugurale en réunissant pendant 3 jours une quarantaine de collègues. Un objet commun. Il sera question de codex, de manuscrits, d'autographes, de copies, d'annotations surimprimées, de fiches, mais aussi de photographies, de bandes magnétiques, de disquettes, de disques durs. Et longtemps, je n'ai eu, à vrai dire, qu'une vision assez classique, un peu banale, de ce qu'était une archive, sur la base de mon expérience dans les fonds d'Italie. Savoir des liasses de feuillets, dont l'encre a parfois percé la page, réunis dans des chemises, placés dans des dossiers, noués par un ruban, contenus dans des boîtes en carton de taille et de poids variables, placés sur des étagères, parfois fermées de grilles, dans des vastes salles, généralement ornées de boiseries ou de colonnes, avec des lustres imposants, sous le regard scrutateur d'un bibliothécaire et celui, plus sévère encore, des bustes de cardinaux, des portraits de souverains. L'expérience italienne des archives m'a aussi appris à m'en méfier, m'étant rendu tout exprès aux archives d'État de Rome pour y consulter il y a quelques années un corpus de 200 lettres autographes inédites, dont le contenu m'émoustillait par avance. On m'annonça que cela faisait plus de 25 ans que les documents avaient disparu des rayonnages. Des articles y faisaient pourtant régulièrement mention, mais personne ne s'était préoccupé visiblement de les consulter. Je tombais des nues. Une archive, n'est-ce pas vouée à mener dans son dépôt une existence paisible, un peu morne, et à se prêter, par intervalles réguliers, au jeu des déchiffrements? Se confronter aux archives en tant que chercheur, c'est aussi faire l'expérience des manques, des lacunes, des erreurs d'inventaire, des brouillons disparus, des lettres volées, la fameuse lettre de Voltaire à Beccari à volatiliser. Même dans un territoire, la péninsule italienne, caractérisée par l'exceptionnelle précocité de la préservation et de la valorisation des papiers d'écrivains, par la longue durée aussi de leur usage normatif et poétique, l'archive reste un bien fragile, parfois insaisissable. Alors, bien sûr, les efforts de patrimonialisation menés en Europe au cours du XIXe siècle, avec les créations de bibliothèques nationales, notamment en Italie, celles de Florence, celles de Naples, de Rome aussi, qui suivent de peu l'unification de la péninsule, dans l'objectif précisément de réunir, de réorganiser, de sauvegarder le patrimoine littéraire séculaire de cette toute jeune nation, ont tenté de surmonter les épreuves de l'histoire, de juguler quelque peu les risques des dégradations des supports ou de dispersion des fonds. Mais force est de constater que les vicissitudes géopolitiques, les dérèglements du climat aussi, compliquent la donne, que l'on pense aux spoliations napoléoniennes, aux complexes procédures de rétrocession qui les ont suivies, au bombardement des archives d'État de Milan en 1942, à la crue de l'Arno en 1966, ou tout récemment aux désastreuses inondations des riches fonds de la bibliothèque de Forlì en juillet dernier, lors des pluies diluviennes en Émilie-Romagne. L'archive, une trace fragile, certes, et pourtant, paradoxalement,
c'est peut-être pas l'image que nous en conserverons au terme de nos échanges. Maria Corti, qui est une romancière, philologue, essayiste italienne, fonda au début des années 1970 à l'université de Pavie le fonds des manuscrits des auteurs modernes et contemporains, une expérience qu'elle relate remarquablement dans un ouvrage, Ombre dal fondo. Je cite, « Au-delà des événements qui passent, les archives restent, chacune avec sa minuscule mémoire, et elles vivent dans ce que Borges appelle notre 4e dimension, la mémoire. Et lorsque nous aurons disparu, les archives seront toujours là et ne sauront jamais que nous ne sommes plus. » Alors, ce qu'elle signifie par là, peut-être, c'est que l'archive de la création, plus encore qu'un monument ou qu'un vestige, reste l'être vive. Les lecteurs, les lectrices feront parler en elle, écrit encore Maria Corti, des présences invisibles. Ils réactiveront l'énergie du premier jour de l'œuvre, du devenir du texte, de ce qu'elle nomme la croissance secrète et presque biologique des formes. Ce colloque sera aussi l'occasion d'explorer cette vitalité de l'archive, comme objet à la fois présent et mobile dans sa matérialité, comme réceptacle d'un souvenir, celui du processus créatif, à comprendre et à reconstituer au terme d'une enquête, comme signification toujours susceptible d'être redécouverte, réappropriée, resémantisée. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je me suis associé à Nathalie et Elsa pour organiser l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui. Je remercie à mon tour Michel Boubenitschek, la direction de l'École nationale des chartes, Valérie Tess et la direction de l'École normale supérieure, ainsi que le pôle ressources lettres, Annabelle Milleville, Fabien Grégis, Gabriel Davigno, les doctorants de Transliterae aussi, qui sont aujourd'hui à nos côtés pour nous aider, et bien sûr l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui ont accepté de contribuer à cette conférence et de se prêter aux discussions et aux échanges qui ne manqueront pas d'être fructueux. Merci à toutes et à tous.